Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur TLM. Voici les principaux titres à la une de l'actualité. L'ouverture ce matin devant les assises du Rhône du procès d'une tentative d'évasion par hélicoptère à la prison de Villefranche. Le rêve un peu fou d'une association lyonnaise qui souhaite interdire les 4x4 dans le centre-ville de l'agglomération. Et enfin, retour à la fin de cette édition sur les journées du patrimoine avec la visite inédite des coulisses du métro lyonnais. Les faits remontent au 4 juillet 2005. Ce jour-là, 4 hommes, tous originaires de Marseille, prennent en otage un pilote d'hélicoptère. Direction la prison de Villefranche. Le commando lourdement armé vient libérer un des détenus, mais la tentative d'évasion échoue. 3 ans plus tard s'ouvre donc leur procès avec une inconnue. Qui venait-il chercher? Élément de réponse avec Bertrand Frachon. C'est à bord de ce petit hélicoptère que le commando lourdement armé s'est posé le 4 juillet 2005 sur le toit de la prison de Villefranche. Ses membres avaient auparavant pris en otage un pilote de l'aérodrome de Frontenat qui reste marqué par ce souvenir. On aurait eu peur à moins, je pense, dans la mesure où, durant toute l'opération, d'abord il a été séquestré, enlevé, avec une arme braquée sur sa nuque durant toute l'opération, enfin une ou plusieurs à tour de rôle, puisqu'il y avait à la fois des armes de poing et des kalachnikovs. Donc effectivement, c'est une expérience traumatisante. À bord de l'hélicoptère, les truands avaient embarqué ces grosses scies thermiques. L'objectif était clair, arracher, comme ils disent, l'un des détenus, probablement un certain Pascal Payet, surnommé le roi de l'évasion, qui purge actuellement une peine de 30 ans de prison. Mais faute de localiser assez vite celui qu'ils voulaient faire évader, leur tentative s'est soldée par un échec. Arrêtés peu après, les 4 membres du commando n'ont jamais voulu dire qui ils étaient venus chercher. Et à l'ouverture de leur procès, ils ne sont guère plus bavards. Je ne sais pas si on peut envisager M. Payet comme étant le grand absent. Il ne me semble pas à ce jour visé par les actes de procédure. On se pose la question. Je ne pense pas qu'il ait été démontré que M. Payet était celui qu'on voulait faire évader. Je pense que tout ceci est une stratification d'approximation de part et d'autre. Est-ce qu'on peut espérer, au bout de ce procès, savoir qui ils étaient venus chercher dans cette prison de Villefranche ? Je ne peux pas vous le dire à présent, puisque je suis comme vous, je ne sais pas exactement quelle sera l'issue de ce procès, quelles informations nouvelles on aura. Il n'y a pas... rien n'est fait. Déjà condamnés à de multiples reprises, les 4 prévenus qui n'avaient pas hésité à couvrir leur fuite en tirant sur la police au fusil d'assaut risquent aujourd'hui la perpétuité dans ce procès sous haute surveillance. Le verdict est attendu vendredi. En bref, le comeback raté de Charles Millon. L'ex-président de la région Rhône-Alpes a été battu hier lors du second tour des sénatoriales dans l'Ain. L'ancien ministre de la Défense, soutenu par l'UMP, se présentait pourtant dans un bastion historique de la droite. Celui qui avait été réélu à la tête de la région avec les voix du FN en 1998 tentait avec ces élections son retour dans la vie politique française. Un échec donc qui ravit à coup sûr l'actuel président de région, le socialiste Jean-Jacques Kerren. Il s'est félicité hier soir des bons résultats de la gauche lors de ces élections. Le PS a remporté 7 des 8 sièges à pourvoir en Rhône-Alpes. Les 4x4 bientôt interdits dans le centre-ville de Lyon. C'est le rêve que formule aujourd'hui l'association 100%. Ses membres ont rédigé un projet d'arrêté municipal. Pourquoi tant de haine? S'écrient de leur côté les propriétaires de véhicules tout-terrain. Réponse avec Benoît d'Autriche. Dans le centre-ville de Lyon, la chasse aux 4x4 va-t-elle être lancée? Une association lyonnaise en tout cas le souhaite. Elle vient de présenter un projet d'arrêté municipal, un projet qui interdirait la circulation à certains véhicules jugés trop polluants et trop dangereux. Ce sont des véhicules qui ont une certaine hauteur, ce sont des véhicules qui consomment plus de 12 litres au 100 dans la circulation urbaine, ce qui est absolument énorme. Et pour finir, de temps en temps, parce que des gens sont très prudents dans leur circulation urbaine, ils ont un pare-buffle. L'association propose donc plusieurs critères à respecter pour circuler dans les rues de Lyon. Un véhicule devrait présenter 2 roues motrices seulement, une consommation maximale de 12 litres au 100 et un rejet de 250 grammes de CO2 par kilomètre au maximum. Autre paramètre encore, la taille et la hauteur de la voiture. Les associations et les conducteurs de 4x4 ont déjà réagi, bien sûr. Pour eux, le projet est peu réaliste, difficilement applicable et surtout carrément discriminatoire. Pourquoi, si c'est uniquement la consommation ou les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, ne pas aussi interdire les véhicules qui sont équipés de la même motorisation que les 4x4 qui emploient ce moteur. Après, l'argument sécuritaire concernant en particulier la hauteur des véhicules,
pourquoi pas dans ce cas-là les véhicules de livraison qui sont aussi hauts et beaucoup plus fréquents que les 4x4 en ville. Parce que c'est clair, derrière les données scientifiques, c'est bien le 4x4 lui-même qui est visé. L'association ne s'en cache pas, elle veut, dit-elle, lancer le débat. Dans quelques jours, elle ouvrira d'ailleurs un site internet où chaque Lyonnais pourra donner son avis sur la question. Objectif, influencer la décision du maire de Lyon. C'est à la société de définir ce qu'elle veut faire. Veut-elle continuer à encourager la pollution de véhicules qui ne servent à rien, encore une fois. Ce sera extrêmement intéressant de voir, notamment sur un plan démocratique et par ailleurs sur un plan juridique, quelles vont être les suites effectivement de cette initiative. Aujourd'hui, le projet serait déjà parvenu à Gérard Collomb. C'est donc du côté de l'hôtel de ville que tout va se jouer maintenant. Étienne Tête, élu vert et adjoint au maire, soutient l'action. L'association espère une réponse d'ici un mois. Où l'on reparle du danger des jeux vidéo avec ce fait divers peu banal. Un jeune pyromane de 13 ans a été arrêté samedi dans le 7e arrondissement alors qu'il allait mettre le feu à sa 3e voiture de la matinée. Après son interpellation, le jeune adolescent a déclaré s'être inspiré du célèbre jeu vidéo GTA, un jeu interdit aux moins de 18 ans. 2 jours après le rassemblement d'opposants au projet de grand stade à Dessines, l'UMP et le MoDem a organisé ce matin une conférence de presse commune sur l'avenir du stade de Gerland sans l'Olympique lyonnais. Les élus de l'opposition municipale reprochent l'absence de concertation sur le sujet. Ils demandent par ailleurs l'ouverture d'une mission plus globale d'évaluation et d'information sur l'avenir des équipements sportifs de Gerland. Écoutez l'UMP Michel Avard et le MoDem Christophe Jourjon au micro d'Estelle Redon. Nous reprochons l'absence d'information et l'absence de concertation. C'est un problème de méthode. C'est pour cette raison que nous proposons la création de cette mission d'évaluation et d'information pour justement pouvoir réunir l'ensemble des acteurs concernés autour de la même table et pouvoir travailler avec eux à l'avenir du site sportif de Gerland. Ce que l'on dit, c'est que depuis 10 ans, il y a près de 50 millions d'euros qui ont été investis sur les équipements sportifs de Gerland, le stade de Gerland, mais aussi le Palais des Sports. Parce que là, on parle beaucoup de l'OL, mais il y a aussi le projet de Palais des Sports qui est porté par Gilles Moretto. Et si ce Palais des Sports privé se concrétise, à échéance de 3 ans, me semble-t-il, quid de l'avenir du Palais des Sports de Gerland? Donc c'est un problème beaucoup plus global et pas uniquement centré sur le stade de Gerland. Retour dans ce journal sur les journées du patrimoine qui se tenaient ce week-end. L'occasion pour beaucoup de visiter des lieux interdits au public le reste de l'année. À Lyon, par exemple, il était ainsi possible de visiter les ateliers de maintenance du métro. Reportage Gérald Bouchon. D'après vous, à qui appartient cet atelier, ces métros, ce chariot élévateur? À qui ça appartient? À Citral. Voilà, c'est le Citral, tout à fait. L'unité de maintenance de la Soie à Villeurbanne est le plus ancien garage destiné à entretenir et réparer les métros lyonnais. Les rames des lignes A et B, exclusivement, viennent ici depuis 1978. Pardon. Ce frotteur-là vient toucher la barre de courant, on en verra une à l'extérieur, d'accord, et vient alimenter le train en 750 volts continu. Et même après 30 ans de service, notre bon vieux métro, relooké en blanc, reste plutôt moderne. C'est un métro sur pneus, la technologie est assez ancienne, l'étude date de 1975. Un métro sur pneus est plus confortable. En effet, les métros sur fer tels qui peuvent exister encore sur Paris font beaucoup de bruit et sont moins souples quant au confort des voyageurs. À Vénissieux, une autre unité accueille les rames de la ligne D. Le métro automatique du début des années 90 fait appel au système Magali. Ici, l'informatique est par cœur. On a le chasse-corps pour enlever les obstacles de la voie avec un détecteur dessus. Si il est touché, ça met un freinage d'urgence. Tous les 16 000 km, on est obligé de passer ce qu'on appelle les contrôles sécuritaires. Donc c'est ce qui nous donne l'autorisation d'exploiter avec des trains qui sont dits fiables. C'est là qu'on contrôle toutes les garnitures de frein, les disques de frein, les épaisseurs de frotteur, les captations courant, le retour de courant, toutes les pièces d'usure pour voir s'ils vont tenir les 16 000 km suivants. Mais le métro le plus atypique est celui de la ligne C. Une ficelle, à crémaillère jusqu'à la Croix-Rousse, puis sur fer, sans pneu, jusqu'à cuire. Par défaut, le train freine. Et pour défreiner, on envoie de l'air. Donc en sécurité, vous êtes toujours freiné. Cette ligne, elle est aussi particulière, c'est qu'elle a la nécessité, pour augmenter son adhérence, de projeter du sable devant ses roues, soit pour augmenter la traction, on va dire, la capacité d'adhérence, soit pour diminuer la distance de freinage
lorsqu'il pleut à l'extérieur entre Hénon et Cuire. Toutes ces rames de métro ont été construites pour une durée de vie de 40 ans. Dans 10 ans, le Citral doit donc normalement procéder à leur renouvellement. Allez, on termine avec cette info pratique qui déplaira à certains. Les TCL vont augmenter le tarif des amendes sur le réseau à partir du 1er octobre. Désormais, il vous en coûtera 1 euro de plus. Si vous payez immédiatement en voiture, l'amende passe de 40 à 41 euros, 45 au lieu de 44 si vous réglez sous 7 jours, et 79 euros au-delà de ce délai. Rappelons qu'un ticket de métro coûte à Lyon 1,60 euro. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 1 heure pour un point complet sur l'information dans votre région. Très bonne soirée à tous.